Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une analyse personnelle du conflit israélo-palestinien. Je pars du principe que vous connaissez l'historique du conflit. Si ce n'est pas le cas, regardez ma trilogie sur Ben Gourion qui permet de comprendre le sionisme et également ma récap des 50 dernières années du conflit. Allez voir ces vidéos, ce sont des vidéos qui synthétisent rapidement tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre les problèmes de la Palestine. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner mon avis, tout simplement. Déjà, je vais rappeler un peu les faits de l'actualité récente. Le 7 octobre 2023, c'est une double attaque simultanée qui surprend Israël le lendemain de la fête juive des Sukkot. Une attaque par le ciel, d'abord. 5 milliers de roquettes ont touché les villes israéliennes. C'est absolument énorme. Ces roquettes auraient dû, en principe, être interceptées par le dôme de fer, qui avait été déployé en 2010 par Israël, dans la région de Beersheba, au sud du pays. Alors basiquement, le dôme de fer, vous pouvez voir ça comme un ordinateur qui détecte les projectiles par radar. Ces roquettes suivent une trajectoire balistique, donc prévisible, et le bouclier est équipé de lanceurs qui envoient des missiles d'interception. Maintenant, si les roquettes sont trop nombreuses, le système peut être saturé. Et c'est ce qui est arrivé le 7 octobre. Ces roquettes peuvent avoir jusqu'à 80 km de portée, voire plus. Elles peuvent atteindre Tel Aviv, mais surtout elles ont impacté toutes les régions du nord et de l'est de la bande de Gaza. Les assaillants avaient également des drones pour neutraliser certaines tours de contrôle afin d'aveugler la surveillance de la bande. L'attaque du Hamas est également une infiltration. Des Palestiniens ont réalisé des brèches dans la clôture de sécurité et ont pénétré en Israël. Ils étaient à pied ou bien à bord de véhicules motorisés, parfois des bulldozers. On a vu aussi des canots ou des parapentes motorisés. Et ils ont perpétré des massacres dans de nombreux endroits autour de la bande de Gaza, notamment dans le kibbutz Be'eri ou encore à un festival de musique à Reim. Arrivés au festival de Reim à 6h30 du matin dans des jeeps, les combattants ont tiré à bout portant sur des jeunes, puis sur des voitures, et ont exécuté méthodiquement tous ceux qui tentaient de se cacher dans les forêts, sans distinction entre garçons et filles. Ils ont également commis des agressions sexuelles, à en croire certaines photographies. Ils ont calciné des voitures avec des personnes à l'intérieur. Ils ont jeté des grenades dans des abris. Le Hamas s'en est pris aux plus faibles. Toutes ces infiltrations ont abouti à la prise d'otages d'environ 224 personnes à ce jour, et à la mort de 1300 victimes, ce qui en fait la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis ses débuts. Je passe sur certains événements dont vous avez sûrement déjà pris connaissance, notamment cette jeune otage, Shani Louk, dont on a retrouvé la tête, elle a été décapitée. 1300 morts, vous pouvez comparer avec le 11 septembre, c'était 3000 morts. Donc là, c'est à peu près la moitié. C'est un peu comme si on avait démoli l'une des deux tours du World Trade Center. Je précise que 35 Français sont morts et 9 sont portés disparus, qu'on suppose détenus en otage. Évidemment, Israël est obligé de répliquer. Sa réplique, c'est un pilonnage lui aussi d'ampleur sans précédent. Gaza est mis en état de siège, plus d'eau potable, plus de gaz, plus d'électricité. La bande passe sous le feu des bombes. J'ai entendu parler de 7000 tonnes d'explosifs déversés. Concrètement, ça veut dire que les villes gazaouis sont devenues des tas de ruines. Cette réplique, elle se veut une préparation à une attaque terrestre. Le 13 octobre, Israël a lancé des tracts informant les civils qu'il fallait quitter le nord de la bande pour se masser au sud. Et le 28 octobre, l'attaque décisive a été lancée. Et je ne sais pas si Israël parviendra à détruire le Hamas, mais en tout cas, c'est son objectif. Si vous voulez bien, on va maintenant examiner un peu les deux postures pour comprendre comment se pose le débat. La difficulté du débat israélo-palestinien, c'est qu'il dure depuis un siècle. On a fait ça, eux ils ont fait ça, on a fait ça pour répliquer, ils ont répliqué en faisant ça, et donc là ils sont au sommet d'une escalade qui dure depuis un siècle. Donc au cours du débat, on a tendance à rappeler les jalons principaux de cette escalade, et comme on remonte vers le passé, le Palestinien va finir par raccourcir, de toute façon, que s'est-il passé à l'origine ? Israël a pris notre terre, voilà. C'est comme ça que tout a commencé. Le défenseur de la Palestine a toujours une posture de justicier. Il ne voit qu'une seule chose dans cette histoire, c'est la spoliation des Arabes. Il se focalise sur l'initiateur des désordres, la source du problème. La Nakba,
C'est comme ça qu'ils appellent l'exil forcé de 1948, le moment où les Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Il est la victime. Et être la victime initiale, voyez-vous, c'est plutôt un défaut dans la vie, mais c'est plutôt un avantage en débat. Et dès que vous allez essayer de lui faire remarquer les crimes du camp adverse, le Hamas a égorgé un tel, il a fait sauter telle bombe, il va toujours avoir tendance à renvoyer cette violence sur Israël. Israël n'avait qu'à pas être là. Et donc d'une certaine façon, Israël doit porter le double poids. Il est coupable de ses crimes propres, et il doit aussi porter ceux de ses adversaires, parce qu'il est la cause de leur frustration. La Nakba, c'est la spoliation, c'est le crime, c'est le scandale, c'est l'origine. Après, tu peux dérouler d'autres arguments en ajoutant Israël a annexé brutalement les territoires palestiniens en 1967. C'est vrai. Il a colonisé la Cisjordanie de façon un peu mesquine. C'est vrai, surtout à partir de 1977, l'arrivée du Likoud. Il a ponctionné l'eau du lac de Tibériade, ce qui a diminué le débit du Jourdain pour les Arabes. Il a toujours refusé un État palestinien, et en plus de tout ce comportement arrogant, il s'ajoute les comportements individuels de la part des colons ou des soldats. On rapporte que des oliveraies ont été saccagés par des soldats, on rapporte des expropriations injustifiées, des comportements racistes. Et pour moi, si vous voulez, tout cet argumentaire, il est vrai. C'est bien ce qui s'est passé, et donc le défenseur de la Palestine va conclure en disant « À quoi bon chercher midi à 14h ? Un voleur reste un voleur. La colonisation est un crime, les Juifs sont des colons, et qui plus est, des colons dans une impunité totale. » Je suis en accord avec cette position. La présence d'Israël a mis une pagaille monstre dans la région. La façon dont les Palestiniens sont bousculés, la façon dont ils se sont réfugiés dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban, c'est tout un jeu de dominos qui s'est mis en branle. Et clairement, il faut le dire, Israël s'est toujours moqué des conséquences de ses actes. Il n'a jamais voulu les assumer. Loin de s'excuser le moins du monde, Israël a entériné le départ des Palestiniens en empêchant leur retour. Il y avait même des Palestiniens qui vivaient à Jaffa en 1948, qui étaient plutôt riches, et qui du jour au lendemain se sont retrouvés à mendier sur la bande de Gaza. Vous imaginez la dégringolade du niveau de vie que ça a pu représenter pour ces populations, une précarité immense dont Israël n'a jamais daigné tenir compte. Ce sont des agences humanitaires qui ont fait, à sa place, un travail de prise en charge de ces populations qu'il avait expulsées. Bon, tout ce qu'on a dit là, c'est l'argumentaire, on peut même dire la plaidoirie en faveur de la Palestine, et si c'est celle que vous tenez, j'ai pas de problème avec ça, c'est un argumentaire défendable. Attention cependant, je soupçonne certains défenseurs de la Palestine de tomber dans les affres de l'approximation, mais on va détailler un peu plus tard ce que j'entends par là. Pour le moment, on va essayer, si vous le voulez bien, d'écouter aussi le point de vue israélien. Qu'est-ce qu'Israël peut répondre ? Déjà, on peut remarquer un truc, c'est que l'élément fondamental du discours israélien, ce n'est pas une plaidoirie, c'est un récit, j'ai presque envie de dire un roman, le récit du peuple juif. On va prendre une petite minute pour le décrire, ce récit. Le peuple juif est un peuple dont l'histoire est énigmatique. Comment ils ont fait pour exister aussi longtemps en exil ? Personne ne les aime, toute leur richesse, leur science, leur talent, ils ont tout bâti tout seuls. Ils ont suscité contre eux la jalousie universelle, aussi bien la haine des paysans que la haine des bourgeois, parfois même la haine des princes. C'est un peuple à histoire longue, qui habitait autrefois en Palestine, il y a 2000 ans, et qui est entré en exil. Ce peuple, toujours errant, jamais mourant, aurait pu complètement se laisser absorber par ses innombrables voisins, mais par un miracle incompréhensible, il a conservé son appartenance communautaire. À partir de la Révolution française et la formation des nations qui lui a succédé, un lent processus de destruction se met en place, qui aboutit à une extermination au XXe siècle. Alors il y a dans cette histoire quelque chose de très facile à comprendre. C'est que les Juifs qui ont émergé des ruines de la Shoah aient eu besoin de se reconstruire. Ils auraient pu se réfugier dans un fatalisme total, mais non, ils se sont dit « le monde veut nous tuer, on en a la preuve maintenant,
Le seul moyen de se protéger, c'est de rompre l'exil. On va se bâtir une cité, une société selon nos règles, et notre malédiction, l'exil, ne pourra pas nous suivre là-bas. Histoire puissante, qui a au moins le mérite de nous rappeler que si les Juifs ont créé un État, eh bien c'est d'abord parce qu'ils se sont résignés à vivre. Ils ont créé une citadelle, ils se sont barricadés dedans, et entre mourir et combattre, ils ont choisi de combattre. Voilà le récit juif, et qu'est-ce qu'on peut dire de ce récit ? D'abord, il y a un truc que moi je peux pas m'empêcher de remarquer, c'est que les deux nationalismes sont très différents. Le nationalisme palestinien, il n'a pas de récit à proposer. C'est juste un nationalisme mimétique. En fait, ça aurait été plutôt le nationalisme arabe qui aurait eu une vraie histoire. Parce que, au final, les Palestiniens partageaient avec les autres Arabes, Syriens, Jordaniens, ce que vous voulez, même religion, même langue, même culture, même histoire, même ethnie. Mais vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur le sujet, le mouvement palestinien a fait le choix en 1968 de choisir un nationalisme palestinien, quitte à liquider sa propre diplomatie. Mais c'est vrai que le nationalisme palestinien n'a pas de sens historique, puisque les frontières de la Palestine ont été tracées par les Britanniques. Donc pour moi, il est purement mimétique, il a été fabriqué en concurrence avec le récit juif. Bon, revenons au nationalisme juif, le sionisme. Le sionisme nous montre une nation à histoire longue, je vous disais, à histoire même très très longue, histoire très intéressante sur laquelle se documenter est passionnant, trop longue peut-être. Quand une histoire est trop longue, ça va être facile d'essayer de la piéger en glanant des petites incohérences dans le récit. Les Arabes aiment bien attaquer ce récit, notamment en rappelant l'histoire des Khazars par exemple. On pense aussi au livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. Je vais vous dire mon ressenti personnel. Le problème avec ce récit, c'est pas que certains points soient discutables, parce que c'est un récit national, il n'a pas besoin d'être à 100% vrai pour fonctionner. Le vrai problème à mon sens, c'est son public. C'est un récit qui, pour nous, les Européens, nous parle beaucoup, parce qu'on connaît la Shoah. Vous le savez, moi je peux vous le confirmer, il y avait des justes dans mon village pendant la guerre, au collège, la Shoah, on nous en parlait tout le temps. Au lycée, je lisais le journal d'Anne Frank, j'ai visité Auschwitz. Tout ça, ce sont des choses bouleversantes, des choses qui vous marquent à vie. Bien sûr qu'on comprend ce récit juif. Comme beaucoup d'Européens ne croient plus en Dieu, et d'ailleurs ne croient plus en diable, Hitler a pratiquement remplacé Satan dans le rôle de personnification du mal, d'où le point Godwin, tout ça. Ce qui n'est pas forcément très subtil d'ailleurs, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est une histoire qui nous est familière. Et du coup, on se met très facilement à la place des Juifs. Ils sortent des camps, 6 millions de morts, ils ont perdu leurs femmes, leurs filles, leurs pères, leurs mères, et avec eux, ils ont perdu toute illusion sur le réel. Pour eux, l'Europe n'est plus qu'un tas de neige et de cendres. Ils veulent maintenant se protéger, et là, que propose le sionisme ? Un espace de protection, un espace refuge. Mais le problème dans cette histoire, c'est les Arabes. Cette histoire n'a rien à voir avec eux. Déjà, ils la connaissent pas très bien, de ce que j'ai cru comprendre. Ils voient pas pourquoi ils devraient payer les conséquences de ce qu'a fait l'Allemagne. Ils peuvent comprendre l'idée, un État refuge, pourquoi pas, mais ils peuvent pas se l'approprier. Faut le dire, le récit de la fondation d'Israël, c'est un beau récit, très intéressant, mais qui est aussi méprisant vis-à-vis des Arabes. C'est tout juste si on prend en compte leur existence. Ils ont été humiliés dans cette histoire. Très, très humiliés. Deuxième limite dans ce récit, Israël nous dit qu'il sort de l'exil et qu'il met fin à sa malédiction. Ok, je veux bien. Mais en fait, cette malédiction, elle n'a pas vraiment disparu. Elle a juste été transmise, comme une maladie, aux Palestiniens. Le peuple palestinien est chassé des territoires en 1948. Il part qu'à un cas dans des pays où les 3/4 du temps il est mal reçu. Les Gazaouis, quand vous les regardez, vous voyez que ce sont des gens déracinés, assiégés, toujours à courir sous les bombes. J'ai envie de vous dire, qui est en exil maintenant ? Bon, on a terminé un peu notre tour d'horizon. On a deux narratifs. Des deux côtés, on a des veuves éplorées. Des deux côtés, on a des victimes innocentes. Des deux côtés, on nous parle de droit. Mais ces réalités semblables, on les dit avec des langages différents. La Palestine, elle nous parle de spoliation, de vol, de justice. Elle parle d'un droit universel de chaque peuple à garder sa terre.
Israël, il nous parle de sa destinée, de sa protection et de sa survie. Il parle de son droit particulier à avoir un État pour protéger les siens. Alors, je vais faire ici une petite partie qui va vexer peut-être les Palestiniens, mais c'est important de la faire. Dans sa défense de la Palestine, il y a quelque chose qui est un petit peu agaçant, c'est que les Palestiniens se voient figés dans le rôle de victimes passives. Comme si tout ce qui s'est passé par la suite était inévitable. Le comportement arrogant d'Israël ne pouvait que déboucher sur ça. C'est un peu cru de le dire comme ça, mais vous savez, des peuples soumis et frustrés sur la planète, il y en a des centaines. Ça ne veut pas dire que tous les peuples soumis et frustrés débarquent dans des rave parties pour décapiter des Instagrammeuses. Beaucoup de peuples, à un moment donné, ont dû aussi accepter leur défaite, se replier un peu sur les affaires internes de leur communauté, quitte à attendre un meilleur jour pour se relever. Repassons un petit peu l'histoire dans notre tête. En 1948, les Palestiniens sont chassés de façon immorale par les Juifs et se réfugient dans plein de territoires, dont la bande de Gaza. À l'époque, on pouvait compter 170 000 réfugiés à Gaza. Et aujourd'hui, ces réfugiés, ils sont 1,2 million. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des enfants. Beaucoup d'enfants. Et ils ont transmis le statut de réfugié à leurs enfants. Moi, je trouve cette situation un peu bizarre. Réfugié, c'est un statut. Les Nations Unies ont donné ce statut aux populations déplacées. À Gaza, les 2/3 des habitants sont des réfugiés. Et 1/3 sont des natifs. En gros, pour les Nations Unies, ce statut était un moyen d'organiser l'aide humanitaire, à qui les agences, les Quakers ou autres, pouvaient donner leur ration alimentaire. Le mot de réfugié, c'est un mot qui est trompeur. En réalité, vous vous en doutez bien, lorsque les Palestiniens sont arrivés à Gaza, ils ont créé une telle concurrence pour l'emploi dans cette région que les natifs ont vu leur salaire s'écraser. Leur logement, ils ont dû le partager avec les nouveaux arrivants. Et donc, cette distinction entre réfugiés et natifs, elle n'a pas vraiment de sens quand on vit sur place parce que tout le monde vivait dans la misère. Mais le réfugié a un droit aux aides humanitaires et pas le natif. Donc, être réfugié dans cette société, c'est presque avoir une sorte de privilège. Autre chose, c'est un statut qui est soumis à un nombre de fraudes inimaginables. Les réfugiés évitent de déclarer les décès ou ils font compter le même bébé 2 fois dans 2 familles différentes pour augmenter les rations familiales. Ce genre de pratique, mue par la survie dans un premier temps, est vite devenu exaspérant pour les agences. Elles étaient venues faire de l'humanitaire, et en fait elles se sont retrouvées à devoir faire des contrôles et presque jouer la police. En fait, derrière cette histoire, il y a un malentendu. Les Nations Unies cherchaient à nourrir les Palestiniens en attendant la stabilisation de leurs conditions. C'était un statut provisoire. D'ailleurs, normalement, statut de réfugié, c'est forcément provisoire. Mais ce que les agences pensaient comme étant de la charité, si vous voulez, les Palestiniens, eux, voyaient ça comme un droit, comme un dû. Quelque chose qu'on leur devait tant qu'ils n'avaient pas récupéré leurs terres. Un organisme international m'a donné le statut de réfugié, ça veut dire qu'on reconnaît ma spoliation, qu'on reconnaît implicitement mon droit de recouvrer mes anciennes propriétés. Mon statut de réfugié, finalement, c'est la dernière chose qui conserve une trace juridique de la Nakba. Je suis comme un client qui va gagner son procès, mais un procès qui est terriblement long. Alors, au début, ça pose pas de problème parce que finalement, ça les a sauvés de la détresse alimentaire, mais petit à petit, ça devenait aussi un petit peu un prétexte à l'assistanat. Or, les gens qui sont nourris par charité, en fait, ce sont des gens qui souvent ont énormément de temps libre. Et quand on a beaucoup de temps libre, on fait de la politique. On s'enferme un peu dans un ressentiment, on le fait rancir. Et ce que je dis là, c'est pas moi qui vous invente ça, hein. Même les personnes qui participaient à ces aides humanitaires le remarquaient et disaient, en fait, on est quand même un petit peu en train de scléroser la mentalité palestinienne et tout cela pourrait bien exploser dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Israël a occupé les territoires palestiniens après 1967, le niveau de vie des Palestiniens s'est mis à augmenter. Israël colonisait, oui, il humiliait, oui, mais il proposait aussi des emplois et les Palestiniens pouvaient quand même se reconstruire sur le plan matériel. Paradoxalement, c'est au moment où la soumission est totale que le niveau de vie remonte. Dans les années 80, on arrive un peu aux limites du modèle parce que l'économie israélienne a ralenti
et les Palestiniens n'ont plus bénéficié de cette hausse du niveau de vie. Toutes les frustrations remontent, première intifada. Mais notez bien, la première intifada, c'était pas les pères de famille, c'était pas les travailleurs qui se révoltaient, c'était plutôt la génération en dessous, les jeunes, les adolescents. J'avais lu un témoignage une fois où un père à Gaza contrôlait les mains de ses enfants en 1988 pour vérifier qu'ils n'avaient pas jeté des cailloux pendant la journée. Donc il y avait quand même un décalage générationnel. Mais même après toute cette histoire, les réfugiés, ils avaient toujours gardé leur statut. Et après Oslo, les camps de réfugiés se sont mis à devenir des zones pratiquement privilégiées, en tout cas très distinctes de la nouvelle élite palestinienne qui avait émergé. Et c'est dans ce monde des camps de réfugiés, dont l'existence commençait à être bizarrement longue, qu'ont pu émerger le Hamas et les groupes islamiques les plus radicaux. Pourquoi j'ai pris la peine de vous expliquer tout ça ? On ne peut pas figer les Palestiniens dans la figure de la victime passive. Un ressentiment, ça s'entretient aussi. Israël ne cherche pas spécialement à asphyxier la vie matérielle des Palestiniens, mais il veut les écarter du pouvoir. Il veut les museler politiquement, exactement comme le faisait le califat ottoman ou le califat abbasside autrefois, vis-à-vis de communautés qui étaient chrétiennes ou qui étaient juives. Effectivement, étant donné que les Palestiniens n'ont jamais accepté cette situation, Israël est devenu répressif. Quand un groupe de combattants ne regarde pas la réalité en face, quand il y a un décalage trop grand entre son objectif, chasser Israël, et la réalité, la solidité manifeste de l'État d'Israël, ce groupe se cogne contre le réel et il se met à convertir sa lutte, qui est peut-être une lutte juste, en des actes de terreur qui appartiennent presque au domaine de l'irrationnel. Ça apparaît chez pas mal de nationalistes désespérés, comme le nationalisme kurde ou irlandais. Le Hamas, il est né dans les camps de réfugiés, et donc il est né dans un monde où la frustration est presque un mode d'existence. Résultat, le Hamas provoque chez Israël des réflexes de défense, des réflexes de survie, et ces réflexes se matérialisent par le blocus en 2007 ou par le pilonnage impitoyable que l'on vit actuellement. Le Hamas a pris le pouvoir en 2007 et s'est retrouvé à devoir gérer un territoire surpeuplé sous blocus. C'est un régime qui réprime impitoyablement toute personne soupçonnée d'avoir des liens avec Israël. Il donne maintenant une connotation islamique à la lutte. Il peut se financer avec des impôts, avec des droits sur la contrebande souterraine, avec des financements plus ou moins occultes. Il possède deux réseaux principaux. Un premier réseau qu'on peut dire le réseau chiite, et qui comprend le Hezbollah, l'Iran, éventuellement la Syrie, et un réseau qu'on peut dire sunnite, la Turquie, le Qatar. Et ces réseaux, il les sollicite pour se procurer des roquettes, des armes à feu, entre autres. Le Hamas, c'est un groupe combattant qui se moque, a priori, complètement des conséquences de ces attaques sur ces populations en termes de représailles. L'un des dirigeants du Hamas a dit lui-même que les tunnels sont conçus pour protéger les combattants, pas pour protéger les civils. Et au fond, ces représailles ne lui posent pas plus de problèmes que ça, puisque les civils lui servent, 1, de bouclier, et 2, de matière à propagande victimaire. Alors clairement, Israël a une grosse part de responsabilité dans le niveau de violence dans la région, mais c'est vrai que depuis 20 ans, le Hamas a systématiquement relancé les hostilités encore et encore, sans parler de ses activités terroristes pendant la seconde intifada. Il a attaqué en 2008, représailles, il a attaqué en 2012, représailles, en 2014, représailles. C'est lui qui donne le tempo de la guerre. Le Hamas est le métronome du conflit israélo-palestinien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, aussitôt après avoir attaqué, il adopte une attitude de victime. Il commet une agression d'une violence inouïe, il s'en prend à des innocents, à des jeunes filles. Il sait très bien qu'il y aura des représailles, et hop, immédiatement après, il reprend la posture de la victime, qui est la sienne, l'ange, la bête. Il y a de quoi être fou, c'est insupportable. Mais en fait, en pratique, il a largement empiré les conditions de vie dans la bande de Gaza à cause de ce comportement. Et c'est vraiment là qu'on voit la limite de la posture de la défense palestinienne. Les pro-palestiniens sont des amoureux de la justice, ils dénoncent l'impunité d'Israël, mais si jamais le Hamas parvient un jour à détruire Israël, à décoloniser, qu'on soit clair, là, de l'impunité, il va y en avoir des caisses remplies. Ça sera évidemment un chaos monstrueux. Israël est un État stable aujourd'hui, il a été facteur d'instabilité dans la région en 1948,
Mais aujourd'hui, les Juifs, ils ont fait leur vie, ils sont tous nés sur place, ils gèrent leurs affaires, leur petite famille, bref, ils sont devenus un élément de stabilité. Et des milliers de vies dépendent de cet État, y compris des vies palestiniennes. Que deviendront toutes ces familles en cas d'écroulement ? Que deviendront les Palestiniens qui ont osé s'acclimater avec Israël également ? Pour eux et pour les Juifs, vraisemblablement, ce sera la mort. Ça sera la violence du 7 octobre, mais en centuplé. Et le pire, c'est qu'on ne pourra rien dire, parce que ça aura été fait au nom du bien, au nom de la justice. Le Hamas, il est en djihad. Il n'a pas de guerre plus sainte que la guerre contre Israël, nous a dit Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Or, le djihad, historiquement, c'est une guerre de destruction pour notre civilisation. C'était déjà le cas au tout début, en 711, et ça l'est toujours aujourd'hui. À partir de là, on peut comprendre que le Hamas nous a désignés, nous les mécréants, comme son ennemi. C'est une guerre désormais tournée contre l'Occident. Et si il déteste tant Israël, c'est parce que Israël est la tête de pont de l'Occident. Dans ce nouveau cas de figure, le discours pro-palestinien ne fonctionne plus vraiment. Parce que le djihad, c'est une conquête. Ce qui est mal pour lui, ce n'est pas qu'Israël ait conquis la terre de Palestine. Non, ce qui est mal, c'est que cette conquête n'était pas une conquête islamique. Mais sur le principe, le Hamas n'a aucun problème avec l'idée de conquérir un pays étranger. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir peur. Parce que Israël, oui, il a conquis un pays qui ne lui appartenait pas, mais c'était un territoire minuscule, l'équivalent de 4 départements français. C'est vraiment petit. Tandis que le djihad, lui, dans l'absolu, il doit aboutir à l'islamisation du monde entier. Quand on commence à comprendre ça, on voit que la France ne pourra pas soutenir les Palestiniens tant qu'ils sont représentés par le Hamas. On ne peut pas soutenir des gens qui veulent nous détruire. Depuis maintenant 20 ans, les Américains conduisent dans le Moyen-Orient une suite d'opérations militaires et politiques. À force de cuisiner n'importe comment la Libye, l'Irak, l'Afghanistan et autres, ils ont sans surprise excité contre eux la haine des populations qui vivaient dans ces régions. En réaction, le Moyen-Orient s'est mis à sécréter une sorte de venin, l'islam des frères musulmans, un venin qui a nécrosé tous les liens que les Occidentaux avaient engagés avec les populations. La Palestine, à travers le Hamas, fut l'un des espaces de sécrétion de ce venin. Et maintenant, nous voilà face à un nouvel ennemi. Cet ennemi ne se contente pas d'accuser les Américains d'être arrogants, il ne proteste plus seulement contre notre passé colonial, maintenant il vomit notre civilisation, y compris notre histoire, notre culture, notre éducation, nos convictions, nos mœurs, et bien sûr nos États. Depuis 2022, l'Occident a changé de position. Il était sur l'offensive, et le voilà maintenant sur la défensive. L'attaque de Poutine sur l'Ukraine, l'attaque du Hamas sur Israël, tout ceci fait partie d'un processus de déclin, qui pourrait bien empirer considérablement dans les décennies à venir. Dans ce contexte, nous, les Européens, nous avons tout intérêt à la destruction du Hamas. Il ne sert plus à rien de gloser sur les origines discutables de l'État d'Israël. En fait, il est beaucoup trop tard pour le remettre en question, et trop de vies humaines, y compris des vies palestiniennes, dépendent de lui. On ne peut donc qu'espérer son maintien. Pour se maintenir, Israël utilise la force. Souvent, c'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche de bombarder des populations civiles innocentes. En fait, cet usage de la force, et des dommages collatéraux qui l'accompagnent, il ne le fait pas vraiment par plaisir. Il est en effet confronté à des gens qui lui refusent toute diplomatie, qui ne veulent ni discuter avec lui, ni même entendre la moindre proposition d'apaisement. Pour le Hamas, l'État d'Israël n'est qu'une entité sioniste diabolique qui devra nécessairement être détruite. Par conséquent, toutes les voies politiques sont bouchées. Israël utilise donc la seule voie qu'il lui reste, celle qu'il maîtrise le mieux d'ailleurs, la force. Son but ? Détruire son ennemi mortel. Mais même s'il va enregistrer quelques succès, son état reste néanmoins très préoccupant. La force, ça peut marcher, oui, mais c'est bon pour le court terme. Qu'en sera-t-il sur le long terme ? Israël va peut-être gagner une guerre, et après, on fait au plat et on recommence dans 3 ans ? Le Hamas a-t-il vraiment engagé tous ses hommes ? N'a-t-il pas prévu un banc de remplaçants ? Peut-on vraiment le détruire en lui envoyant des bombes sur la tête ? Le problème, c'est le même.
Israël n'arrive pas à se faire accepter par les Palestiniens. Il n'a pas de solution acceptable à leur proposer. Le blocus n'a eu d'autre conséquence que de renforcer la cohésion des Palestiniens avec le Hamas. À l'avenir, il faudra trouver des idées plus intelligentes que ça. S'il ne trouve pas une solution, ou si cette solution n'existe pas, alors il n'a pas vu le début de ses misères. Un long et infernal 21e siècle se déploiera devant lui, pendant lequel la violence routinière, cyclique, bouchera toutes ses perspectives d'avenir, jusqu'au jour du cataclysme.